Aucune pression n'était plus forte que celle qui sévissait sur lui à l'instant même. À l'intérieur de son appartement, il était focalisé sur son fusil qu'il avait en main. Un vieil essuie sale en main. Il essuyait son fusil, le déchargeait, retirait toutes les balles et les rangeait à l'intérieur de boîtes. Pendant qu'il avait un poids sur les épaules, il était au courant que la défense était en train de sévir. La défense était en train de sévir, criant « Ça suffit !» d'un poing ferme frappant contre la table, marteau à la main, posé sur le côté, le dossier de l'accusé devant lui. La défense, finalement, entra en scène avec des preuves tangibles et formelles. Quelques heures plus tard, la défense commença à parler, preuves tangibles et formelles à la main. Une vidéo projetée sur un écran, montrant les crimes et les meurtres abominables qui avaient été faits par l'accusé ici présent même dans la salle. L'accusé ici présent même dans la salle, avec les menottes aux mains, entre deux policiers qui étaient en train de regarder et d'écouter attentivement la défense. Alors que la défense parlait et se déplaçait dans la salle, regardant les gens qui étaient juste au bord, le jury, et regardant aussi le jury qui était en train de sévir. Mais devant elle, le juge, ça suffit, d'un poing ferme, cria encore une fois. On fait une pause et on reprend après. Ils firent une pause, les portes s'ouvrirent, tout le monde sortit. La pause, pendant quelques minutes. Le temps de faire la pause, la défense qui était en train de défendre l'accusé était en train de parler de stratégie, de manière de pouvoir aborder les choses, défendre le meurtrier qui avait les menottes froides au poignet, qui se resserraient petit à petit, ou ce n'était peut-être qu'une impression. Défendre son client, pour la défense, était son seul et unique objectif. Alors que dans son appartement, lui, avec une machine qui fonctionnait comme un piston qui redescendait vers le bas et qui écrasait de plus en plus le métal, il était en train de mettre de la poudre qu'il prenait dans une boîte et de fermer des douilles, d'en fabriquer plusieurs, des douilles l'une après l'autre qu'il chargeait dans un fusil, mis sur le côté, se passant la main dans les cheveux, regardant dehors à travers la fenêtre couverte d'eau de pluie. La pluie était en train de tomber, de frapper contre la fenêtre, laissant des dessins abstraits. Lui, à l'intérieur, sentait ce poids et ce jugement qui, pour le moment, était en train d'être fait à la salle d'audience. À la salle d'audience, ce jugement, à la cour suprême, ce jugement était en train d'être fait. À la salle d'audience, un autre jugement était en train d'être fait. Pour le moment, lui n'avait qu'un poids énorme sur les épaules. Il était en train de fabriquer des douilles, de vider son flingue, de le nettoyer, de le poser sur les côtés. Avec un PC, il regardait les cibles qui lui avaient été envoyées par une association, celle pour laquelle il travaillait. La société et l'association pour laquelle il travaillait, c'est une association qui récupérait des criminels. Une société qui récupérait des criminels et qui les envoyait tout droit à la mort, dans le couloir de la mort. Le premier criminel qui y a été a senti le froid, a senti l'horreur du couloir, a senti le froid, les hurlements qui partout autour de lui l'oppressaient, un siège vide devant lui, des capteurs posés sur son front, de l'eau, des seaux d'eau juste à côté, des intraveineuses raccrochées juste à côté de lui,
à à des grandes barres en métal, avec juste ces grandes barres en métal sur lesquelles étaient raccrochées des poches un sérum transparent, presque comme les sérums qu'on donne à l'hôpital. Ces grandes barres étaient elles-mêmes attachées à la chaise, par derrière, sur le dossier, une chaise mortelle, un dossier mortel. Face à lui, l'horreur n'était pas vivante et ne possédait pas de corps, ou ne possédait pas une faux comme dans les contes fantaisistes, mais c'était juste un siège. Un siège vide, au milieu de nulle part. Derrière une vitre, 3 personnes qui le regardaient. Il s'était assis, avec le sourire et la fierté d'avoir fait ce qu'il avait fait, le sourire et la fierté d'avoir commis ces actes innommables. On est venu l'attacher, on l'a posé sur le fauteuil. Il s'est reculé, à regarder toutes les personnes qui étaient en train de mettre l'intraveineuse dans ses veines. Il a regardé les personnes en train de mettre le produit dans ses veines, d'ouvrir les valves et le produit qui coulait. Le produit n'était pas froid ou n'était pas chaud. Il brûlait comme du feu, comme si le feu se dispersait dans ses veines, brûlant ainsi le sang jusqu'à la moelle épinière. Dans le couloir de la mort, aucune pitié, aucun pardon, rien, rien que les cris, et puis à un moment, rien que les cris de la torture, de la douleur, et à un moment, le silence qui fit taire tous ces cris. Le silence de dire « cette personne est morte, cette personne a eu ce qu'elle méritait, cette personne a enfin eu ce qu'elle devait subir. Ce n'était pas la prison qu'elle devait subir, ce n'était pas la prison qu'elle devait subir. Elle ne devait pas être derrière les barreaux, elle devait être derrière le voile qui la séparait de ce monde. Il fallait maintenant se débarrasser de ce cancer. Il fallait se débarrasser de ce cancer. Et qu'est-ce que l'on fait au cancer? On les extermine, on les sépare de l'endroit sur lequel ils se sont posés. L'endroit sur lequel ce cancer s'est posé est la terre ferme même. C'est une maison dans laquelle il a été attaqué une famille. Et toute cette famille s'est retrouvée sur une rame de métro. Imaginez un peu l'horreur de la rame de métro. Sentir le vent du métro qui passe, sentir le métro passer juste à côté de toi quand tu es accroché et enchaîné au mur. Tu le vois passer, tu vois même les personnes à l'intérieur, des personnes qui te regardent, mais qui ne peuvent pas prévenir, qui ne peuvent prévenir personne, à part prendre leur téléphone ou être distrait par un casque. Tu es là, enfermé dans un endroit, à côté du métro. Pendant que la salle d'audience reprit alors, finalement, la défense reprit son poste. Après la pause, une fois finie, la défense et la salle d'audience reprit les jugements. Le meurtrier, lui, revient s'asseoir sur la chaise. Les policiers, qui étaient au courant de tout, étaient d'une expression neutre. Ils étaient d'une expression neutre et en train de regarder la défense, en train d'essayer de défendre cette personne ignoble qui n'attendait plus qu'une seule chose, plus qu'une seule destinée. Il savait ce qui l'attendait derrière ces portes, une fois qu'il sortirait de la salle. La mort. C'était certainement définitif pour lui. Ce serment à la salle d'audience était certainement définitif pour lui. Bientôt, on allait lui accrocher les poignets et lui accrocher les tibias, et il allait finir dans le couloir de la mort. Mais quand même, son avocat et la défense continuaient à se battre pour lui, même si quelque part, même la défense et son avocat savaient qu'il n'y avait plus aucune chance pour le sauver. Pour la personne qui l'a retrouvé, pour l'espion qui l'a retrouvé avec son PC, chez lui, en train de laver son flingue, en train de l'essuyer, de le charger pour la prochaine mission, de se regarder dans le miroir, et finalement de respirer en regardant les portraits et certaines choses qui ont été soulignées, certains textes, certains paragraphes, certaines
certains actes qu'ils avaient faits, certaines missions qu'il avait fait lui, qui avaient été surlignés en rouge ou grossièrement soulignés en rouge avec un bic, qui avaient été entourés pour qu'on puisse les remarquer. Il lisait tout ça, mais le stress sur les épaules, le poids de la fin, le poids de la fin du jugement de la personne qui l'avait arrêté. Il fallait maintenant arrêter ce cancer, le tuer une bonne fois pour toutes. Et retour au couloir de la mort, à l'endroit même où vivait la terreur. Il y pensait encore et ne savait pas dire depuis chez lui, devant son PC, en lisant ce qu'ils avaient fait, toutes ces personnes qu'il devait tuer, au nom de la loi, ne savait pas dire comment ça allait se passer. Par contre, la chose qu'il savait dire, c'était que la prochaine personne qu'il allait arrêter avait fait un tel ou un tel acte, avait commis telle ou telle chose, et on lui avait envoyé tous les renseignements qu'il était en train de lire et de disperser. Il était en train de les lire et de les disperser sur une table, pour bien les voir les uns après les autres. Avec son flingue à la main, chargé, une nervosité presque malsaine, mais gérée par lui. Mais une nervosité presque malsaine était en train de monter, petit à petit. Et cette nervosité montait, une envie de destruction. Mais il finit par se contrôler, en mettant la main contre la table. Il ne frappa ni dans le mur, ni contre le miroir, parce qu'il en savait déjà les conséquences. Frapper dans le mur lui détruirait la main. Frapper dans le miroir lui sectionnerait la main. Il en savait les conséquences, donc ne frappa nulle part, juste se calma, prit son fusil et regarda par la fenêtre, même si à l'extérieur les phares de voiture étaient visibles. Il entendait les gens parler dans la rue, mais il ne les voyait pas. Il voyait les phares des voitures, mais il ne les voyait pas. Mais malgré tout, il réussit à se calmer, jusqu'au moment où, tard le soir, il reçut enfin les résultats de la salle d'audience, comment ça allait se passer pour la personne qui l'avait arrêté.